Tout d'abord, merci beaucoup à toi, Marc, pour ta venue sur ce petit podcast. Merci à toi de m'inviter. Il y a pas de souci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, de qui tu es et de ce que tu fais? Ouais, alors moi c'est donc Marc Le Sage Moretti et Jo Caris sur les réseaux. Donc je vais avoir 32 ans là dans 3 jours et j'ai bossé en gros j'ai bossé quasiment enfin toute ma carrière en finance et en particulier 7 ans chez Goldman Sachs où j'étais cross asset solution sales, c'est-à-dire que je vendais des produits dérivés en gros. Et à la fin de ma carrière donc j'avais le titre de vice-président. Et à 30 ans, si tu veux, j'en ai eu un peu marre de la finance et j'ai voulu Ok, m'intéresser à d'autres trucs et notamment à la créateur économie. Et donc, et pour comprendre cette créateur économie, j'ai décidé de me lancer en tant que créateur de contenu. ok, 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 très bien. Est-ce que cette carrière en finance, c'était inné chez toi? Est-ce que quand tu étais jeune, tu avais déjà envie quand tu voyais, je sais pas, des films de finance ou autre, c'était déjà ce que tu voulais faire? Ouais, alors inné, je sais pas. En fait, j'ai toujours un peu suivi mon instinct. En première terminale, j'étais un peu perdu. Voilà, Ok, je me suis dit, j'ai suivi un peu le mood j'ai fait une prépa commerce voie scientifique. Ça s'appelait ECS à mon époque parce que ça paraissait être le truc qui me correspondait à peu près le mieux. J'étais pas assez bon pour faire une prépa ingé en physique, chimie notamment. Donc voilà, et là il y avait des maths et puis d'autres trucs. Excuse-moi. En prépa, je me rends compte que je kiffe beaucoup les maths. Je kiffe beaucoup les trucs hyper ok, logiques et de ça. C'est ça qui me drive, c'est ça qui m'excite. Et en fait, alors que je suis ultra focus sur l'école, voilà, on nous bassine avec ça, je me rends pas compte que, en fait, la prépa, j'ai kiffé. J'ai kiffé et je me rends compte en école au moment où il y a plus trop le challenge intellectuel et tout ça. Et donc, quand j'arrive en école, là, zéro challenge intellectuel dans aucune matière et tout. Je m'ennuie partout. Je me dis, mince, j'ai peut-être pris la mauvaise voie parce qu'il y a aucune matière qui m'intéresse. Mais en première année d'école, on avait zéro cours de finance de marché. Donc je croyais que la finance, nous, ah, à chaque fois qu'on avait des cours de finance, c'était de la finance d'entreprise. Et donc je croyais que la finance, c'était la finance d'entreprise. Et je comprenais pas du coup pourquoi les gens m'avaient dit ouais, tu verras, si t'es matheux, la finance ça va te plaire et tout ça. Je comprenais pas en fait parce que pour moi la finance d'entreprise il y a zéro mathématiques quoi. Donc je captais pas. Et et en fait en deuxième année, quand je vais sur le campus de Londres de l'ESCP, je découvre un peu la finance de marché. J'ai un de mes colocs qui est un mec de Central Paris qui a fait de la finance de marché assez poussée, des processus stochastiques et tout ça, et qui m'explique ça. Et là, ça devient une évidence, ouais. À ce moment-là, ça devient une évidence que c'est ça le métier qui m'intéresse le plus et un peu le métier le plus technique, en gros, que je puisse faire en sortant d'une école de commerce. Et moi, ok, j'avais un peu ok. cette passion aussi pour les jeux vidéo, et donc pour moi, la finance de marché, je le voyais un peu comme un jeu vidéo aussi. Enfin, je le vois toujours aujourd'hui un peu comme un jeu vidéo. Donc tu as un grand esprit de tryharder, c'est ça? J'ai un esprit de tryharder, ouais, et de bon geek aussi, et les trucs très logiques me parlent beaucoup, ouais. Donc voilà. Et du coup, c'est ce que je retrouvais dans les maths en prépa. Et après la première année, ce que j'ai pas précisé, c'est que pendant la première année d'école, vu que je m'ennuyais et puis qu'il fallait que je commence à gagner un peu ma vie, je suis devenu prof de maths en classe préparatoire. Et j'avais deux classes d'une quinzaine d'élèves. Et donc, tu vois, la constante entre, je dirais, les maths, les jeux vidéo et la finance de marché, pour moi, ces trois trucs, c'est un peu la même chose et ça fait un peu, ça répond un peu à la même fibre chez moi, tu vois, de geek. Voilà. Ok, ok. Ok, je vois. Et donc, pour les gens qui ont un peu moins de notions, en gros, en quoi ça consistait tes études, c'est-à-dire quelles étaient tes matières principales, et surtout, tu as fait quelle école aussi? Alors, donc l'école, j'ai fait l'ESCP, c'est une école de commerce à Paris, post-prépa. Euh, je sais pas, les matières, pff, je sais pas, il y a des matières de comptabilité, corporate finance, marketing, psychologie du management, ce genre de choses, tu vois. Et finalement, Ouais, je pense que 99,9% des choses que j'ai appris en école ne m'ont pas servi. Euh, ok, mais voilà, euh, on va dire que c'était un diplôme, c'était une ligne sur mon CV, quoi, essentiellement. Sauf à la toute fin de mon école où là, sur le dernier semestre de dernière année, là j'ai l'occasion enfin d'avoir l'option de spécialisation en finance de marché. Et là j'ai des cours poussés de finance de marché. J'ai d'ailleurs des cours de ok, bonne qualité là-dessus. d'accord. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que
pour être honnête, c'est tard, c'est même beaucoup trop tard, parce que, enfin, quand tu es en dernier semestre de dernière année, tu es déjà pris dans ton stage de fin d'études ou dans ton job et tout ça. Ouais, bah, Et ce ouais. stage de fin d'études ou ce job, il est fonction de ce que tu as fait en année de césure. Et cette année de césure, j'ai postulé en ayant zéro knowledge en finance de marché, enfin grâce à mes cours, tu vois. Toute la knowledge que j'avais, je l'avais apprise en autodidacte, en achetant un bouquin et en essayant de bosser le bouquin tout seul, quoi. Ouais, donc beaucoup de travail personnel aussi à côté, du coup, en Ouais, finance des marchés. ouais, complètement. C'est Alors, John c'était à mon Bull? époque, John hein, Bull? peut-être que ça. Ouais, c'était un livre qui s'appelle Options futures et autres dérivés de John Hull. Voilà. Ouais. Mais moi, à mon époque, c'était comme ça, hein. Peut-être que, tu vois, c'était aussi une autre époque. Moi, je suis entré à l'ESCP en 2011. Donc en 2011, c'est la crise de la dette souveraine. Les banques frisent complètement les embauches. Voilà, c'est un monde complètement différent en 2013 et c'était à ce moment-là la finance de marché, on disait que enfin, c'était un des pires moments pour rentrer en finance de marché. Enfin, ce que les gens disaient, alors qu'en fait, quand tu regardes avec du recul, il y a plein de cycles en finance de marché. Et 2013, c'était un mauvais cycle, mais c'était pas du tout le pire, tu vois. C'était beaucoup moins pire que. Ouais, ouais. Enfin, il y a plein d'autres cycles en fait qu'il y a eu, tu vois, avec la crise des subprimes, la crise de l'immobilier, la bulle internet, la crise en Asie en 98. Enfin, il y a eu plein d'autres, tu vois. C'est très cyclique en fait, et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul, je trouve, par rapport aux gens qui te disent ah c'est horrible, c'est le pire moment pour rentrer en finance de marché et ça, fait surtout pas ça. Mais voilà, donc toujours est-il que je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'il n'y avait pas de demande du côté des banques? Est-ce qu'il n'y avait pas de demande du côté des élèves du coup? Mais on n'avait quasiment aucun cours de finance de marché. Et donc c'était ouais, complètement en autodidacte ouais, que j'ai appris. Ok, ok. Donc tu finis tes études et t'es pris en stage dans quelle banque? Donc je suis pris en stage en structuration chez BNP Paribas, ce qui était assez inattendu en fait parce que les banques françaises ont une mentalité très où elles différencient vraiment les profils ingénieurs des profils commerciaux. Et en fait, Ouais. BNP faisait passer des entretiens dans mon école à l'ESCP, mais ces entretiens, enfin, ils faisaient passer des tests de logique et de finance, mais ces tests étaient réservés que aux étudiants qui étaient à Supélec et qui étaient en double diplôme à l'ESCP, mais qui étaient donc des Ah oui. profils ingénieurs. Et en fait, moi, quand j'ai demandé à la RH si je pouvais venir, en mettant en avant le fait que j'étais prof de maths, que je pense que j'étais assez matheux et tout ça, elle m'a dit non. Parce que voilà, c'est pas les profils qui cherchaient les commerciaux. Bon, finalement, j'ai quand même réussi à m'incruster aux entretiens. Et, euh, et voilà. Et je passe ces entretiens de logique et de finance. Et puis, j'ai de la chance il y a une équipe de structuration qui est un peu. Donc, l'équipe de structuration, c'est les ingénieurs dans la salle de marché, en fait, qui font les pricing pour les équipes de vente et qui créent les produits dérivés. Donc, à la fois, ils créent le Ok. produit, à la fois, ils les price. Et c'était l'équipe de structuration centrale qui donc faisait, qui créait l'offre en fait des produits dérivés pour toutes les desks de vente de la salle chez BNP Paribas Maison Dorée. Donc en dérivé action, tous les desks de vente, les vendeurs qui ont les clients institutionnels, les vendeurs qui ont les clients plus distribution, ceux sur la Suisse, sur la France, sur Monaco, enfin voilà. Donc c'était vraiment une équipe qui était au cœur de la salle. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un stagiaire qui leur correspondait. Et donc ils ont dit au RH, bah, montre nous-mêmes les profils, les CV qui ont des écoles qui ont fait des écoles de commerce. Et c'est là que j'ai eu cet entretien-là. C'est là que je me suis isolé pour travailler le Hull à fond. Et Ok. l'entretien, honnêtement, je savais répondre à quasiment aucune question, mais ils voyaient que j'étais hyper motivé, que je savais réfléchir et tout ça, et voilà, que j'avais beaucoup fourni de travail personnel. Ils ont senti en fait cette motivation et du coup peut-être ce potentiel et ils m'ont donné ma chance et ça s'est très bien passé, ouais. Et j'ai fait donc du coup 10 mois en structuration chez BNP Paribas. Et après, quand donc tu fais tes 10 mois en structuration, comment ça se passe la transaction de BNP à Goldman? Alors je fais mes 10 mois chez BNP Paribas. Je termine BNP, il me reste ma dernière année à faire à l'ESCP. Et au premier Ouais. semestre, je fais un programme d'échange. Donc l'option finance de marché commençait que au deuxième semestre. Donc au premier semestre, je fais un programme d'échange dans l'Illinois à UIUC, University of Illinois at Urbana-Champaign. Donc j'étais pas loin Ok. de Chicago. Et en fait, pendant que je suis là-bas, BNP m'appelle et me dit bon, on a, on va embaucher en fait dans l'équipe de structuration. Donc voilà, on a fait Ouais. passer plein d'entretiens à plein de gens et tout ça. Et il y a 3 personnes qui sont au dernier tour. Et toi, on t'a fast track directement au dernier tour. Donc tu vas voir tous les big boss de structuration. Et donc je reviens en France, je fais l'aller-retour Chicago-Paris en 2 jours.
Et je reviens pour passer ces entretiens-là et tout ça. Et en fait, bon, là, grosse déception, parce qu'en fait, je vois les autres boss de structuration qui, eux, pour le coup, étaient pas prêts à passer le pas que mon boss avait passé, de dire on va prendre en structuration quelqu'un qui a fait une école de Ouais, commerce. ouais. Et donc, en fait, j'ai eu le Ok. sentiment, et c'était dur, de ne même pas avoir d'entretien. C'est-à-dire que j'arrivais, les gens, bon, il faut le savoir, hein, quand on passe des entretiens, les gens ils découvrent ton CV au moment où tu passes l'entretien avec eux, hein, sauf à part la personne qui a décidé qu'on allait te voir, mais les autres, ils n'ont pas regardé le CV en amont, enfin, très peu l'ont fait, quoi. Et donc voilà, j'étais face à des polytechniciens, des centraliens qui regardaient mon CV et qui ils m'ont dit texto, je savais pas qu'on voyait en entretien des gars qui avaient pas fait d'école, quoi. Et je disais bah si, j'ai fait Ouais, une je vois. école, mais et voilà, je savais pas qu'une école de commerce c'était une école, donc ouais, c'était un peu dur. Je suis reparti en fait sans avoir eu de questions, véritablement de questions techniques, de pouvoir prouver ma valeur et de ça, alors que j'avais appris pas mal de choses. Mais donc je repars, je fais ma dernière année, je fais je rentre en France, pardon, après mon semestre aux États-Unis, je fais mon semestre de spécialisation. Et assez vite, parmi la vingtaine d'élèves, tu vois, on était seulement 20, donc c'est aussi pour ça qu'il y avait très peu de cours de finance de marché. On était Hmm. seulement 20, ou alors c'est parce qu'il y a très peu de cours de finance de marché que du coup on n'est que 20 à s'être intéressés au sujet. Après, c'est toujours compliqué d'avoir la cause et la conséquence, mais on était une vingtaine, ouais, dans l'option finance de marché en programme grande école. Et parmi les 20, je suis assez vite identifié comme le gars un peu geek qui fait les produits exotiques. Et en fait, là, Ok. voilà, Goldman cherche quelqu'un pour les produits exotiques. Et souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que bon, il y a des offres sur l'intranet, mais les banques, elles parlent aussi avec les directeurs du master de finance, quoi. Donc moi, ma Ouais. directrice, elle me recommande, elle dit, bah voilà, si vous cherchez quelqu'un sur les exos, lui, il a fait un an en structuration chez BNP, donc je suis un peu mis en avant. Donc trop bien, j'ai un entretien chez Goldman Sachs pour un stage en ce qu'on appelle un off-cycle, c'est-à-dire un stage de 6 mois qui n'est pas dans le cycle classique des summers. Et donc j'arrive en off-cycle, j'arrive en entretien, pardon, et là j'ai 7 entretiens avec des personnes différentes, des personnes des desks de produits structurés. Donc produits structurés, c'est la même chose que les produits exotiques. Les options exotiques font partie des produits structurés pour être. En gros, un produit structuré, c'est un mélange entre une partie obligataire, un zéro coupon et des options exotiques. Voilà. Donc voilà le lien entre les produits exo et les D'accord. produits structurés. Donc voilà, je passe mes 7 entretiens et puis je me retrouve en stage de 6 mois chez Goldman, à la fin de mon parcours scolaire, donc en mai 2015. Et voilà, ce stage se convertit en job au bout de 6 mois. Et ensuite, je passe donc 7 ans plus tard, je suis, au bout de 5 ans, je passe vice-président. En fait, voilà, je fais analyste puis associate, puis voilà, ensuite je fais 2 années vice-président et en février 2022, j'ai quitté Goldman Sachs. Et donc, tu commences en tant qu'analyste. C'est quoi exactement le travail à faire quand tu es analyste chez Goldman? Ouais, alors moi, quand je suis arrivé chez Goldman Sachs, donc c'était tout petit en France, d'accord. Il y avait une quinzaine de Ok. vendeurs en salle de marché en France. On est avant le Brexit, on est en 2015, c'est pas du tout la même chose. Et en plus d'être tout petit en France, sur les produits exotiques, les produits structurés, on est vraiment au début du truc, tu vois. On est Ok. vraiment à l'âge de pierre, de bronze, alors que BNP Paribas et Société Générale sont hyper avancés, tu vois. Pour te donner un Ok. exemple, quand tu reçois une demande de prix en appel d'offres et que tu es chez BNP Paribas, le vendeur, il a une sorte de petit Amazon, on va dire, de plateforme où il rentre, ok, je veux une Ouais. barrière à 60%, des coupons à 10%, et on fait un produit dérivé sur Peugeot, 10 ans, machin, clac, 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 et il clique sur price. C'est son seul taf, c'est de rentrer les paramètres dans des champs, tu vois. Ok. Chez Goldman, quand tu reçois la demande de prix, t'as pas cette plateforme-là. T'as pas non plus d'équipe de structuration à qui tu peux envoyer la demande de prix. Donc tu es un peu tout Ah seul ouais. avec ta bite et ton couteau pour te démerder, tu vois. Et ça, c'est déjà que sur la partie pricing. Donc moi, en tant que vendeur, en fait, la partie pricing, c'était moi qui la faisais à 100%. Ensuite, le pricing, il dépend de paramètres de marché. Les paramètres, ça va être les dividendes, la corrélation, la volatilité Ouais. implicite, les taux d'intérêt, la maturité, tout ça. Et en fait, tous ces paramètres de marché, chez la banque française, bah, ils sont marqués par le trader qui dit bah moi voilà, sur la vol, mon bid offer, il est là. C'est-à-dire, je suis prêt, la vol sur l'Eurostox, pardon, je l'achète à 19, je la revends à 21. Nous, il y avait pas ça chez Goldman, en fait. Donc, même les paramètres, alors pas les paramètres les plus vanilles comme la volatilité et tout ça, parce que ça, c'était marqué par les desks de flow, mais les desks exotiques, donc typiquement les desks exotiques, un dividende à partir d'une maturité de 3 ans et plus,
personne n'utilise cet asset-là dans toute la banque, à part les desks de produits exotiques. Donc chez Goldman, comme il n'y a pas de desk de produits exotiques, bah c'est moi le vendeur qui m'en occupait, tu vois. Donc si je fais un Ah, ok, produit dérivé ok. sur un panier de 20 actions, c'est moi qui vais aller marquer les 20 dividendes des 20 actions. Donc en gros, pour résumer, en tant que junior chez Goldman, sales, je faisais le boulot du vendeur, le boulot du structureur, le boulot du trader, le boulot du légal aussi, parce qu'il n'y a pas de légal chez Goldman à l'époque qui comprend comment marche le droit français. Les term sheets, elles sont en droit français, tous les documents MIFID et ça tourne autour Oui, du droit oui. français. Et on n'a pas non plus de marketing. Donc je fais aussi le boulot du marketing, c'est-à-dire que quand tu fais un Ah ouais. produit qui part en APE, en appel public à l'épargne, il faut faire une Hmm. brochure pour commercialiser. Cette brochure doit répondre à un certain nombre de normes qui sont régies par l'AMF. Il faut savoir comment ça se passe et de ça. Il faut que la brochure, elle convienne à ton client et ça. Donc ça, c'était le boulot que je faisais pendant ma soirée, une fois que le marché avait fermé, ma soirée slash ma nuit. Le marketing. Et dernière chose aussi, j'étais involve sur parce que voilà la compliance aussi c'était, enfin ils connaissent, voilà on faisait aussi le KYC du client, le know your client, c'est-à-dire tu vas onboarder un nouveau client et tu fais ça. Donc ouais j'avais un peu 6 jobs quoi, j'avais 6 casquettes différentes. Mais ce qui était génial hein, parce que c'est comme ça que je pense que je comprends très très Ah bien bah oui, comment marche oui. une banque et tous les métiers de la banque autour des produits structurés quoi. Là où je pense que dans une banque française les gens sont beaucoup plus spécialisés. Alors tu vois du coup, dans une banque française, sur chaque poste, on va dire, ils ont quelqu'un de meilleur que chez un Goldman ou chez une banque anglo-saxonne, parce qu'ils sont quelqu'un de très spécialisé. Mais ils ont beaucoup moins de personnes qui ont une vue d'ensemble et qui ont un peu touché à tout, quoi. Les jobs, t'as fait tout, quoi. Ouais, alors sur le stage, ouais. En vrai, ouais, complètement. Et après, quand tu passes associate, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc en gros, quand tu es analyste, t'es de la ressource. D'accord. Quand tu es analyste, Ok. il y a des vendeurs qui sont associés ou vice-présidents qui ont, eux, leur PNL, en quelque sorte, leur profit and losses. Enfin, PNL, c'est ce on parle de PNL surtout pour les traders. Et Ouais. on va dire que pour les vendeurs, on parle de GC, c'est-à-dire de grosses crédits. Mais en tout cas, ils ont, euh, ils ont des revenus dans la boîte qui sont associés à leur nom. Tu vois, si, je sais pas, Oui. t'as Je fait vois, je 3 vois. millions de revenus avec Cardiff, on va dire, ok, 3 millions de revenus Cardiff associés au vendeur Marc Lesage Moretti. Mais ça, c'est que à partir d'associé et de vice-président. Quand tu es Ok. analyste dans les banques américaines, tu es de la ressource pour ces vendeurs qui sont associés ou vice-président ou managing director. Donc, euh, donc voilà, mais d'un autre côté, du coup, tu as moins de responsabilités, t'es moins comment dire, accountable pour ce qui se passe, tu vois, s'il y a un fuck up avec un client ou quoi. Donc au moment où je passe associate, là, on me confie des clients et on me dit, voilà, il faut que tu arrives à développer le business avec ces clients-là. Alors que Ok. quand j'étais analyste, les clients que je gérais, c'était des gros clients en fait. Tu commences par couvrir des très gros clients mais on regarde tes capacités commerciales à gérer une relation commerciale existante. Tu vois, et on voit comment tu arrives à te démerder là-dessus. Tu es face à un gros client, voilà, faut pas que ça foire ou quoi, et on voit comment tu arrives à gérer une relation existante, est-ce que ça se passe bien. Avant de te confier des tout petits clients ou des clients qui sont pas encore des clients, des clients potentiels, et de voir là comment tu vas les onboarder. Ce qui est, je pense, une bonne manière de faire, et c'est intéressant parce que chez les banques françaises, de ce que je crois, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand tu arrives, on te dit bah Tu commences par démerde-toi petit, ouais. et prospecte et voilà et trouve des petits clients. Alors que je pense que c'est vraiment un job qui est le job le plus dur et qui est le job le plus comment dire difficile à mettre en place. C'est d'aller voir des clients qui ne traitent pas avec ta banque et de savoir très très bien présenter ta banque, les forces et les faiblesses de ta banque, sur quel produit vous allez être Ouais, bon, quel oui. produit vous n'allez pas être bon, quelles choses en termes de réglementation, quel business vous pouvez adresser, lesquels vous pouvez pas adresser. Et ça te demande pas mal de recul et donc plusieurs années d'expérience dans la banque pour pouvoir le dire. Donc, je pense que c'est une bonne manière de fonctionner qu'ils ont, les anglo-saxonnes, de faire ça. Ouais, ouais, je pense que tu as totalement raison. Parce que lorsque tu dois présenter ta banque de A à Z, si tu commences juste, je ne vois pas comment tu peux la connaître aussi bien que si tu as plusieurs années d'XP, tu vois. C'est ça. Et alors après, c'est dur parce que tu vois, quand tu es analyste, associé, tu développes des clients et de ça. Et quand
Ouais, passes vice-président ou enfin, tu passes des échelons, à chaque fois, on va te demander de te rechallenger. Parce que si les ouais, juniors couvrent les gros clients, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les associates, enfin, tu vois, une fois qu'ils couvrent le client avec le gros client avec le junior, et quand tu arrives vice-président, on te dit, bon, bah, maintenant, tu lâches tous tes clients, en fait, tous les trucs que tu as qui maintenant tournent. Au début de l'année, tu sais que ces clients-là, ils vont faire plusieurs millions de revenus et tu sais que tu es bien. ouais. Bah, on te dit, bah non, maintenant, tu repars à zéro sur un nouveau business. Et on te rechallenge, on te sort sans arrêt de ta zone de confort, en fait. Ouais, ouais, de zone de confort, ok. Et donc, toi, tu passes VP. Le grade de VP, tu l'obtiens comment? C'est à partir d'un certain nombre d'années, tu dois faire des preuves. Ouais, T'as c'est comment? ouais, on dit souvent qu'en banque anglo-saxonne, on qualifie le système de promotion de up or out. C'est-à-dire que donc soit tu es promu, soit tu quittes la banque en fait. Donc Ouais, moi, le passage associate se fait un peu plus vite que normalement. À l'époque, c'était 3 ans et demi pour passer d'analyste à associate. Moi, je le fais en 2 ans et demi parce que je suis fast track. Alors, pourquoi je ouais, suis fast track? C'est pas du tout parce que je suis un génie, c'est qu'en fait, voilà, j'arrive à leur faire valoriser que j'ai quand même 1 an de stage chez BNP Paribas, puis 6 mois chez Goldman, donc j'ai quand même 18 mois d'expérience professionnelle à valoriser, plus un bac plus 5 et tout ça, alors qu'il faut savoir que les Américains, ils sont à bac plus 4 quand ils rentrent, et les Anglais à bac plus 3. ouais. Voilà, donc ils Ah rentrent ouais, beaucoup plus jeunes, et donc c'est vrai que voilà, moi au bout d'un moment, j'ai 26, 27 ans, je crois, quand je passe associate, et du coup, voilà, il y a un décalage qui se crée. En âge, à la limite, on s'en fout un peu parce que ce qui compte, c'est ton expérience. Mais par contre, en expérience, j'avais quand même beaucoup d'expérience, tu vois. Et c'est vrai que là, on a parlé du ouais. niveau d'autonomie que j'avais en stage sur plein de business. Voilà, par rapport à, tu vois, un Américain qui arrive, qui a fait une fac d'histoire ou de philosophie et qui arrive à New York en graduate, bon, il y avait quand même un gros gap de niveau Ouais, un gros entre écart, ouais. lui et moi. Et donc voilà, j'essaie de mettre ça en avant. Et donc, pour eux, ça fait du sens que ça mette 3 ans et demi à passer associé, parce qu'il faut quand même le temps qu'ils se forment. Pour moi, bon, en fait, au bout d'1 an d'analyse, j'étais déjà en mode, bon, quand est-ce que je commence à couvrir les clients? Quand est-ce que je commence? Ouais, je vois. J'avais envie d'aller plus vite. Donc voilà, j'ai réussi à négocier pour que ça soit accéléré, et c'était cool pour moi parce que j'étais la seule personne de tout IMIA Equity à être fast track. Euh, et ensuite, voilà, ensuite associate c'est 2 ans, et donc en fait au bout de 5 ans et demi, je me retrouve vice-président. Voilà, mais en fait de manière automatique. Enfin, moi j'ai fait accélérer un peu le process, mais sinon c'est de manière automatique, c'est-à-dire si ça se passe bien, t'es promu. Et si Ok. ça se passe mal, on Mais, te mais le, dit de quitter la boîte, quoi. mais le titre de vice-président, est-ce qu'il est beaucoup donné au sein de la banque? Oui, bien sûr, c'est vrai que ça j'ai pas précisé. C'est que vice-président, voilà, peut-être que les gens qui sont en extérieur en banque, ils se disent, mais attends, est-ce que c'est le co-head du truc? Non, non, pas du tout. Oui, C'est oui, un oui. vice-président. C'est vrai que c'est un titre un peu pompeux pour dire Ouais. en gros que tu as 6 ans en investment banking d'expérience, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que j'avais vu que le temps moyen en salle des marchés, c'était 4 ans, c'est ça? Tu en avais parlé? C'est Le, ça. le temps Ouais, moyen. complètement. C'est ça, exactement. Le temps moyen, enfin l'espérance de vie de quelqu'un chez Goldman, quel qu'il soit, hein, que ça soit un baby Goldman, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive Ouais, en junior chez Goldman, ou ce qu'on appelle une lateral hire, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive après quelques années d'expérience, c'est ouais. 4 ans. Mais Ah cette ouais. espérance de vie, elle est beaucoup plus longue en corporate finance qu'en marché. Donc en marché, c'est moins de 4 ans. Ouais. Donc moi, en fait, après mes 7 ans chez Goldman à Paris, j'étais à Paris le quatrième plus vieux, enfin le plus ancien, pardon, de la salle, tu vois. Donc j'étais Ah dans les ouais. vétérans un peu de la salle de marché en France, tu vois. Il y avait Ok, de ok. plus anciens que moi, ouais, il y avait 3 personnes. Est-ce que toi, de ton côté, est-ce que toi, de ton côté, tu trouves qu'il y a beaucoup de différences entre une banque américaine, anglo-saxonne et une banque française? Banque française, je schématise, hein, mais banque française, énormément d'importance Ouais, au diplôme. ouais, Différence, tu vois, ils polarisent à fond les ingénieurs d'un côté. Si t'es ingénieur, tu peux être trader ou structureur. Si t'es commercial, faut que tu sois sales et ça. Dans leur tête, c'est très différent. Dans une banque américaine, pas du tout. D'accord, on s'en fout complètement. Enfin, tu fais un truc en summer, en fait, on te teste quand t'es en summer, t'es en rotation sur plein de desks et on te teste en fait ouais. et on voit si tu as un fit sur un truc, tu vois. Peut-être que tu es un commercial et que tu vas avoir un super flair quand tu es trader, tu vois. Peut-être que tu un ingénieur et en fait t'as des talents commerciaux complètement inexploités et qui vont se révéler, tu vois, et qu'on va sentir. Euh,
peut-être que ça je l'ai vu, c'est une expérience que j'ai vue, peut-être que tu es une ancienne joueuse de hockey sur gazon professionnelle et que tu vas devenir une Ouais. excellente tradeuse. Tu vois, ça je l'ai vu. Peut-être que moi, mon boss, c'est un ancien boxeur semi-pro. Mon big boss, moi, N+2, c'était un ancien boxeur semi-pro, tu vois, et voilà, c'est devenu un excellent vendeur, très très bon. Un peu agressif avec ses clients, en business, en interne et tout ça, mais excellent, excellent, tu vois. Donc, il y a vraiment une culture beaucoup plus ouverte, je trouve, dans les banques américaines, de ce point de vue-là. Euh, et je trouve ça assez riche, parce que du coup, tu as une énorme diversité de profils, tu vois. Non seulement de Ouais. diversité de profils par rapport à l'école, et on vient d'en parler, mais aussi par rapport à toutes les minorités. Il y a beaucoup de filles qui me demandent, oui, mais donc est-ce qu'il y a des filles en banque ou pas du tout et tout ça. C'est vrai que j'avais oublié que en banque française, c'était vraiment une minorité. Tu avais peut-être 20% en banque Ouais, ouais. américaine. Alors peut-être que ça a changé aujourd'hui, encore une fois, hein. Moi, c'était il y a 10 ans que j'étais en banque française. C'était en 2013. Mais aujourd'hui, tu vois, en banque américaine, c'est complètement du 50-50. Et après, bon, alors ça a peut-être trop changé. J'ai vu qu'ils en parlaient de sortir de la Constitution américaine la discrimination positive, mais voilà. Enfin, en tout cas, moi, quand j'y étais, alors peut-être que ces choses-là vont évoluer, mais euh, à chaque town hall, c'est-à-dire à la fin du quarter, il y a un town hall, c'est-à-dire qu'il y a le big boss de tous les dérivés actions Europe, voilà, pas les dérivés actions, pardon, equities Europe, donc c'est-à-dire qui Ouais. parle à tous les vendeurs Europe en cash equity, en flow dérivé et en exotique, c'est-à-dire mon business. Voilà, qui revoit les chiffres et qui dit bon, ok, on a tant de milliards de PNB, de produits nets bancaires sur la franchise, on s'est développé là de temps en Delta One, c'est-à-dire le cash equity, de temps en flow dérive, de temps en exo et ça. Donc on voit tous les chiffres, ça c'est la première partie. Mais tout de suite après, on passe au développement des minorités et on va dire ok, on attend de black people qui sont passés vice-président ou managing director. C'est tant de Ok, points de ok. plus que le dernier trimestre. Voilà nos objectifs et tout ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est un truc hyper important dans la tête des banques américaines, tu vois, ce truc-là. Alors, même Ok. si j'ai vu que voilà, il y a des évolutions et tout ça, et j'ai vu qu'il y a un truc qui était passé, je crois, la semaine dernière. Mais je pense pas que les mentalités, ça met du temps à évoluer, donc je pense pas que ça va évoluer tout de suite, tu vois. Chez Ouais, Goldman, je vois. dans les toilettes, t'avais des toilettes hommes, des toilettes femmes et des toilettes LGBT, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, on en pense Al- ce qu'on veut, mais c'est Alors qu'en juste pour France, voilà, c'est juste pour te dire ouais. à quel point c'est un sujet central pour eux. Ouais. Ok, ok. Je me posais une question, moi, personnellement parlant. Ouais. Est-ce que quand tu bosses en instit, est-ce que tu peux travailler pour compte propre aussi à côté? Est-ce que tu peux négocier pour ton compte? Non, non, en fait, donc toi en perso, tu peux pas trader à côté. Enfin, c'est très compliqué. Il faut déclarer à la compliance tous tes Ouais, actifs, tout ouais, ce que je tu m'en as, tout ce que doutais. tu achètes et tout ça. Tu peux pas faire de stock picking, d'accord. Tu peux pas acheter du Peugeot, du Renault et tout ça parce qu'il y a un risque. Même si tu es ce qu'on appelle le public side, c'est-à-dire tu parles à des clients Ouais. par rapport au private side, c'est-à-dire les gens du M&A qui peuvent avoir de l'info, qui sont beaucoup Ouais, bah plus ouais, il y a des insights, ouais. exposés potentiellement à faire de l'insight et potentiellement exposés à faire des délits d'initiés. Mais même Mm. nous, tu vois, moi j'étais à un niveau assez bas en termes de risque. Même moi, j'avais pas le droit de faire du stock picking. Je pouvais acheter des trackers, des ETF, mais Ouais. tout devait être déclaré et je suis obligé de garder, quand j'achète quelque chose, j'étais obligé de garder la position au moins 30 jours. Donc je peux Ah pas, tu ouais. vois, faire du buy and hold. Donc c'était très prohibitif pour les trades comme ça, tu vois. Et donc tu n'as pas pu trader à ton compte en même temps, mais est-ce que toi, tu as pu investir à côté, du coup, acheter des ETF par exemple, tu l'as fait durant ta carrière? Moi, je me suis pas mal leveragé sur l'immobilier en fait. Ouais. Donc voilà, j'ai utilisé vraiment mon capital. Je me suis leveragé 6 fois, tu vois, sur l'immobilier. Donc c'est beaucoup quand même. Donc voilà, j'ai été all-in là-dessus. Il y avait un truc qui était intéressant à exploiter. Bon, moi, comme je le dis hein, dans mes streams sur la résidence principale, c'est un truc un peu absurde en France parce que c'est une niche Ouais. fiscale où tu peux à la fois, tu vois, en finance, tu en considères que dans tout investissement, tu as t'as la partie plus-value et tu as la partie yield. Par exemple, sur une action, il y a la plus-value que tu fais à la revente de ton action, et puis il y a les yields, c'est les dividendes que tu as touchés. Ouais. Euh, la résidence principale, en fait, c'est le seul investissement où à la fois la partie plus-value et la partie yield sont toutes les deux défiscalisées.
Parce que ce que les gens voient que la plus-value sur la résidence principale, enfin ils le savent que c'est défiscalisé, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en fait quand tu as une résidence principale, bah comme quand tu nais dans la vie, t'es short de l'immobilier parce que tu es obligé de Ouais, trouver de l'immobilier. t'es obligé, ouais. Ça veut dire quoi, t'es short? C'est-à-dire que si le prix de l'immobilier monte, ça va contre toi, et si le prix de l'immobilier baisse, ça va dans ton sens, parce que tous les mois, tu dois payer un loyer. Et donc, en fait, tu dois combler ce short. Et donc, du coup, si t'achètes une résidence principale, bah, en fait, comme si tu n'étais pas dans ta résidence principale, tu devrais payer un loyer, bah, ce loyer que tu ne payes pas est un gain. Sauf que ce gain, mettons que ton loyer soit 1000 euros, bah, tu gagnes 100% des 1000 euros enfin, il n'y a pas d'impôt, en fait, sur ce loyer que tu ne payes pas. Et Ouais, donc, bah en oui, fait, ça oui. revient à ce côté, une double défiscalisation de la plus-value et du yield. Et en plus de ça, les conditions de financement sont magnifiques parce que tu t'empruntes à un taux fixe. Bon, moi, le taux, à mon époque, était à 0,75%, donc c'était absolument délirant. Et en fait, Oui. tu as toute l'optionnalité, c'est-à-dire que si le taux monte, on va pas te réindexer ton taux à la hausse. Par contre, si le taux baisse, tu peux renégocier ton taux avec une autre banque et donc restriker ton taux à la baisse. Donc, c'est c'est pour ça que moi, je me suis leveragé big time parce qu'en fait, c'est un investissement qui est complètement absurde, en fait. Donc voilà, si tu comprends ça et que tu sais après trouver le bon investissement, investir au bon endroit et tout ça, ça vaut le coup d'y aller big time quoi. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit, c'était compliqué pour moi de faire des investissements sur les marchés cotés et tout ça. Ouais, Donc bah ouais, s'il faut tout déclarer, ouais. ouais. Donc j'ai plus fait des investissements en private quoi. Après j'ai investi dans quelques startups aussi, dans des trucs comme ça. Et après, quand t'as quitté Goldman, du coup, est-ce que toi, t'as continué à travailler sur les marchés du côté bah, perso, du coup? Bah, moi, j'ai voulu faire une pause un peu, tu vois, quand j'ai quitté Goldman, je me suis Ouais, intéressé de forcément, ouais. près aux jeux vidéo. Voilà, j'avais quand même, enfin, je considérais que j'avais fait quand même un bon gros tour de la finance et tout ça. Donc j'étais content de voir un peu autre chose. J'étais content de voir un peu autre chose, ouais. Ouais. Là, aujourd'hui, je commence à m'y réintéresser pas mal. Euh, les stratégies d'investissement et tout ça. Je fais des choses, moi, en particulier, un petit peu, mais voilà, je passe pas mon temps à boursicoter, c'est pas ce qui m'intéresse le plus quoi. Ok, ok. Mais quel a été un peu le déclic? Tu t'es dit, j'en ai marre de la finance, voilà, je veux plus, je veux quitter Goldman et je veux devenir streamer et m'intéresser aux jeux vidéo. Ouais. Euh, En fait, moi, ce qui m'a toujours drivé, tu vois, c'est quand j'étais challengé intellectuellement, Ouais, bah oui. au bout de 7 ans, en banque, je l'étais plus trop. C'était essentiellement de la politique, les conversations que j'avais, c'était essentiellement ouais, de la politique en fait, des alliances, contre-alliances, tout ça. Donc ça m'intéressait moins en fait. Pendant mes 3 premières années chez Goldman, j'ai vraiment eu le challenge intellectuel de comprendre toute la complexité de plein de produits différents, parce que j'étais pas juste sur les dérivés actions, j'étais cross asset en fait, donc j'ai fait des choses sur les actions, sur le fixed income, sur les devises, sur le crédit, des deposit link notes aussi, des trades un peu complexes sur les dividendes, sur la corrélation. Voilà, j'ai fait vraiment plein de choses et ça me drivait. Quand je suis passé associate, j'ai dû comprendre tout l'écosystème en fait de l'assurance vie, des conseillers de gestion en patrimoine, de la banque privée, des clients institutionnels, des brokers, des family office, comment ça marche, qui achète quoi, quels produits sont intéressants et tout ça. Rencontrer tous les clients, me faire un réseau et ça a été hyper Ouais. intéressant. Et en fait, quand tu es vice-président, tu es un peu au-dessus de tout ça, tu vois. Et les gens qui font les trades, vraiment, ils travaillent pour toi, en fait, dans la banque. J'étais plus vraiment là-dedans, tu vois. J'étais plus dans la vraie, je te dis, la politique interne. Parfois, oui, avec les gros clients, tu es involve, mais tu l'es vraiment de moins en moins. Donc voilà, je dirais tout simplement qu'il n'y avait plus un challenge intellectuel qui me drivait. Même si certes, je gagnais très très bien ma vie et c'était très confortable parce que à ce moment-là de ta carrière, tu n'as plus des horaires énormes, tu vois, tu fais du 9h, 19h, 9h, 20h et tu es extrêmement bien payé. Ouais. Même si le stress est quand même permanent parce que voilà, c'est quand même ton business à toi, donc ça s'arrête jamais. Tu as des WhatsApp avec les boss, avec les clients quand même le week-end et tout ça. Mais voilà, donc d'un côté, un côté banque, plus trop de challenge intellectuel. Et côté créateur économie, on est en 2021, il y a la bulle de la créateur économie, ça m'intéresse. Je vois que c'est une bulle.
mais ça m'intéresse quand même. Il se passe plein de trucs. Il y a le code source de Twitch qui se fait hacker. On voit tous les salaires des streamers qui sortent. Donc, de deux choses l'une, en fait. D'une part, c'est intéressant de voir que tu peux générer des millions de revenus avec Ouais. le stream. Alors certes, c'est des revenus d'une boîte et derrière ils ont des personnes. C'est le chiffre d'affaires d'une boîte et derrière ils ont des personnes à payer et de ça je comprends. Mais d'un autre côté, voilà, il y a toutes les OP qui passent pas par Twitch, il y a tous les revenus YouTube, il y a plein d'autres trucs. Donc il y a aussi plein de Mhm. revenus qui sont pas pris en compte là-dedans. Mais donc, bref, c'est intéressant, mais par contre, c'est sûr que du coup, ça devient un Eldorado. Il y a plein de jeunes qui se disent what the fuck, je peux gagner des millions en Ouais, jouant à des ouais, jeux vidéo, ouais. let's go. Donc je rentre un peu comme en finance en fait, je rentre un peu au pire moment dans le truc parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, beaucoup trop de streamers par rapport à la Forcément, demande ouais. qu'il y a et ça. Mais je me dis voilà, la creator economy m'intéresse. Une des meilleures manières de comprendre la creator economy, c'est de me lancer moi-même en tant que créateur plutôt que d'être dans une boîte qui gravite autour, type un Jelly Smack, type un Amazon et tout ça. Je me suis dit vas-y, essaye vraiment de le faire en tant que Mm. créateur et prendre des risques et rester à savoir la question de quel contenu j'allais créer. Et c'est vrai que moi, pour le coup, à cette époque-là, un peu pareil qu'en école, je survis au manque de challenge intellectuel en devenant prof de maths. Bah moi, voilà, sur la fin de Goldman, en fait, le truc qui me fait survivre au manque de challenge intellectuel, c'est League of Legends. C'est le jeu vidéo. Je trouve que le jeu vidéo est immensément plus complexe que ce que les gens pensent. Et que beaucoup de gens pensent que le jeu vidéo, c'est une question de mécanique, ce qu'on appelle l'APM, le nombre d'actions par minute. Et moi, en fait, je voulais prouver que, en fait, c'est justement beaucoup plus intellectuel que ça et que même un papy comme moi à 31 ans pouvait monter au plus haut niveau, c'est-à-dire master le top 0,5% sur 125 millions de joueurs dans ce jeu-là. Et donc voilà, je me lance dans le jeu vidéo en fait avec cette optique-là, avec cet objectif-là, d'accéder au top 0,5% des joueurs. Et comment ça s'est passé ton ascension master du coup? Bah du coup, au début, en fait, j'ai voulu tout faire à la fois, donc il s'est pas passé grand-chose. J'ai voulu à la fois progresser sur le jeu, faire des one-man shows et animer mes streams, et me développer sur Ouais. tous les réseaux, sur toutes les plateformes, et me faire des contacts dans le milieu du gaming et tout ça. Donc bon, quand tu fais plein de trucs à la fois, normal, tu n'y arrives pas. Et donc ensuite, je me suis dit bon, j'ai vraiment envie de voir est-ce que ce que je m'étais dit, c'est-à-dire un papy comme moi peut passer master, est-ce que c'est possible? Donc j'ai décidé d'arrêter tout le reste et j'ai consacré 3 mois à ne faire que ça. Donc pendant 3 mois, 6 jours sur 7, 12 heures par jour, je me suis entraîné. Et 2 fois par Ah oui. semaine, pendant des sessions de 2 heures, j'avais un coach qui est un ancien joueur professionnel qui s'appelle Kazewa, qui est un joueur qui a joué chez Millennium et MCES, qui me coachait, Ok. voilà, qui me coachait là-dessus. Et donc en fait, pendant 2 mois, 2 mois et demi, il s'est rien passé. J'ai pas progressé, j'étais stock platine qui correspond au top 15% des joueurs. Et puis à la fin, voilà, j'ai trouvé un peu la dernière pièce du puzzle qui me manquait. Et là, tout s'est débloqué. Et là, j'ai fait une progression fulgurante. En 2 semaines, je suis passé de platine à master. Et tu jouais qu'en solo C'est-à-dire, queue? c'est-à-dire platine 3, platine 2, platine 1, diamant 4, diamant 3, diamant 2, diamant 1 et master. Donc pour les gens qui connaissent pas, je suis passé du top 15% au top 0,5%. Ouais, je jouais que en solo. Que en solo avec aucun Ah duo ouais. parce que je voulais pas que les gens disent que je me suis fait duo boosted. Ouais, boosté, ouais. Voilà. Ouais. Mm. Donc voilà. Et la dernière partie, je l'ai fait en live sur YouTube. Donc magnifique aussi, parce qu'en fait, j'avais dit à tout le monde que je reprendrais les streams le 1er avril. Quand j'ai repris les streams, je venais de passer Diamant 4. Et en fait, toute la partie de Diamant 4 à Master, je l'ai fait extrêmement rapidement, mais en live, en stream. Ce qui était magnifique, parce que du coup, voilà, les haters pouvaient pas dire que je m'étais fait hello booster, que j'avais donné mon compte à quelqu'un d'autre et tout ça. Donc c'était assez cool, ouais. Franchement, c'était une expérience assez incroyable. Et de là, pour continuer l'histoire, du coup, ça a fait une sorte de micro-buzz à mon échelle où voilà, les gens ont vu sur mon CV, sur mon LinkedIn, ils ont vu what the fuck, le mec qui Ouais, était bah oui. vice-président chez Goldman et qui est passé master sur League of Legends. Et donc je me suis fait connaître comme ça. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une place intéressante à prendre dans l'éducation. Je me suis rappelé, en fait, donc j'ai commencé à faire des lives où je disais aux gens, bah écoutez, vous êtes plein à m'envoyer des messages et tout, on va faire des lives Q&A, Ask Me Anything, vous venez sur mon live et vous me posez vos questions. Et en fait, les gens avaient plein de questions et ça m'a rappelé à quel point le monde de la finance était opaque et mystérieux, puisque pour moi, il l'est plus du tout aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis rappelé Oui. à l'époque, enfin 10 ans avant, bien sûr que je comprenais pas grand-chose à ce truc-là, et donc je me suis dit ah bah je peux peut-être apporter quelque chose là-dessus. Je considère que mon arc jeu vidéo, je l'ai un peu terminé. Ça a été dur, hein, ça a été dur ces 3 mois hyper intensifs et tout. Là, je suis content aussi de faire d'autres choses, de parler à d'autres personnes. Tu vois, je voulais pas Ouais, m'enfermer bah non oui. plus dans le jeu vidéo. Donc,
Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais des talk shows. En fait, je fais finalement assez peu de jeux vidéo. Je fais des talk shows, je fais des discussions tous les, enfin le lundi, le mercredi et le jeudi à 19h. Tous les lundis, j'ai un invité qui est quelqu'un qui a fait en général une prépa à une grande école et qui vient parler d'un métier. Là aujourd'hui, ce lundi, j'avais quelqu'un de conseil en strat chez BCG, des gens qui ont fait de la fusion-acquisition, des gens qui sont à la banque privée, tu vois, qui vont parler d'un métier à des prépas à grande école pour qu'ils voient vraiment ce que c'est qu'un métier avec un retour d'expérience 10 ans après. Mais vraiment un truc où on est entre nous sur un live Twitch où il n'y a pas de tabou, pas de langue de bois et on parle de tout, des salaires, des horaires, d'absolument tout en fait. Ah, C'est vraiment franchement, ça c'est une super le truc initiative, quoi. hein. Bah merci, c'est cool, c'est cool. Je trouve que c'est vraiment top de démystifier justement cet aspect. Mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois, quelles études faire pour arriver à ce job ou quoi que ce soit. Et je suis déjà passé sur quelques-uns de tes talk shows. Et Ouais. franchement, super moment. Ouais, ouais, j'ai discuté dans le chat et tout, super moment, c'était super cool. Et du coup, toi, quels sont tes projets pour la suite sur Twitch? Qu'est-ce que tu aimerais créer? Est-ce que tu as des idées? Tu continues de développer la même chose ou tu as envie de faire autre chose? Alors j'ai des grosses idées côté contenu, mais dont je peux pas encore trop parler. Mais il y a des trucs Ouais, assez sympas qui vont arriver d'ici la fin d'année, normalement. Et voilà, et je pense que je vais sur la partie production. Voilà, en ce moment, je parle avec pas mal d'agences et de studios de production, voilà, qui voudraient que je rentre dans leur agence et pour faire des trucs. Moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien step up sur la partie production, avoir vraiment un talk show, un truc où je peux du coup step up sur les invités. Tu vois, hier dans mon live, il y a des gens qui me disaient est-ce que tu pourras faire venir Solomon, le CEO de Goldman, sur ton live Twitch? Et je leur ai dit très sérieusement, je pense que oui. Tu vois, pas tout de suite, ouais, mais d'ici ouais. un an, si j'ai un studio sérieux, si je suis reconnu comme ayant vraiment l'audience des gens en finance en école, bah Solomon, il a envie de parler à ces gens-là en fait. Il a envie de parler à ces gens-là, pas Ah bah oui, spécifiquement aux forcément. Français, mais il y a des gens en France et tout ça, et voilà. Et donc et puis voilà, ça peut participer à une image de marque un peu cool de Goldman et tout. Et puis il n'y a pas que Goldman, mais voilà, en gros, je me positionne un peu entre les entreprises et les gens d'école, entre le monde pro et le monde étudiant. Et je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Ouais. Donc ouais, je veux scale sur le. Je veux pas forcément scale sur l'audience, tu vois. Je sais que je pourrais pas plaire à tout le monde, que j'ai un profil qui est assez niche et que ça, j'intéresserai pas tout le monde, Oui. ça c'est certain. Le but est pas d'avoir des millions de followers. Le but est vraiment de trouver l'audience à qui ça peut parler. Et donc là, à la rentrée, je fais un roadshow où je vais faire des conférences dans la plupart, dans une vingtaine de grandes écoles, à la fois commerce et ingénieurs, un peu dans toute la France. Tu vois, je vais faire les grosses à Paris, Polytechnique, HEC, ESSEC, ESCP, Centrale Paris et tout ça. Mais aussi dans le reste de la France, les DEC, Lille, Audencia, Nantes, EDEC à Nice aussi, Néomar, Reims-Rouen, Kedge, Bordeaux, Marseille, TBS, Toulouse Business School, voilà. Donc il y en a plein, il y en a que j'ai pas cité. Voilà, et puis le but c'est vraiment dans un premier temps de trouver quelle est l'audience à laquelle je parle, enfin à laquelle je parle entre guillemets, à laquelle, enfin qui s'intéresse au contenu que je peux apporter. Et je veux vraiment faire cette première étape avant de commencer à monétiser, trouver des OP et tout ça, parce que voilà, si je commence à faire une OP avec une boîte qui me dit ah bah nous on aimerait bien que tu donnes un peu plus ce message là, voilà, ça va modifier mon message et je veux vraiment pas le faire tant que j'ai pas compris quelle était mon audience, quelle était voilà, ouais, quelle était mon audience et qu'est-ce qui fait ma valeur aujourd'hui. Et une fois que j'aurai ça, à l'inverse, je vais vraiment choisir les OP de manière à ne pas dénaturer, tu vois, l'audience que j'ai. Tu vois, c'est-à-dire que bien sûr, oui, Ouais, il bah faut oui, je vois, je vois. monétiser à un moment. Et aujourd'hui dans la creator economy, la monétisation, elle vient pas des subs, hein, elle vient pas des vues sur Ah bah YouTube. non, Et ça c'est tu sûr. vois, aujourd'hui, je gagne 500 balles par mois de subs et les OP qu'on me propose, elles sont à 10 000 balles par mois, tu vois. Donc le Ouais, bah ratio, il est à ouais. peu près à 1 sur 20 à 5% des subs et 95% des OP. Donc voilà, l'argent, il va venir de là, ça c'est certain. Mais je veux faire très attention en fait à pas du tout dénaturer le projet, quoi. Et puis, et tout simplement garder la crédibilité auprès de mon audience, parce que c'est ça qui va faire la valeur de la chaîne. Si je me mets à raconter n'importe quoi, à pitcher n'importe quoi, bah la chaîne n'a plus aucune valeur. Donc, je peux Oui, pas, tu effectivement. vois, demain prendre une OP qui est grassement payée euh,
et complètement perdre ma crédibilité, tu vois. Et ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux Ça fait 2, 3 mois. Ok, bah, franchement, tu as déjà une belle ascension, hein. Ouais, écoute, C'est c'est super cool, cool c'est ce que tu cool. fasses dans le contenu. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement, donc c'est cool. Moi, je suis hyper content, hein. Je suis franchement, j'avais pas anticipé ce truc-là. Ce truc-là est venu à moi un peu par hasard et j'ai trouvé ça, et je trouve ça aujourd'hui hyper intéressant et qu'il y a plein de trucs à faire et c'est en plein dans la créateur économie, donc ce que je voulais faire. C'est pas le contenu auquel j'avais pensé à la base, mais c'est un contenu que ça m'intéresse de faire et je suis content encore une fois de partager avec les étudiants parce que c'est vrai que je pense que il y a un gros trou dans la raquette au niveau de l'enseignement aujourd'hui là-dessus quoi, sur vraiment des retours Ouais. d'expérience pro. Donc à la fois il y a un trou dans la raquette, à la fois moi ça m'intéresse parce que j'ai eu le problème que les étudiants ont aujourd'hui d'être un peu dans le flou à ce niveau-là et je suis content de pouvoir aider là-dessus. Et à la fois on est en plein dans la créateur économie et comprendre comment marche les OP, l'influencing, tout ça, c'est exactement ce que je voulais faire et l'expertise que je voulais acquérir. Donc je suis hyper content aujourd'hui et je sais que j'ai de la chance et j'en suis très heureux. Bah, franchement, moi, je te souhaite le meilleur pour toute la création de contenu qui va venir sur tes réseaux. Merci. Et donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions, mais j'en aurais une petite dernière pour Ouais. toi. Euh, c'est qu'est-ce que tu conseilles à un jeune voilà, qui a 18-20 ans, qui se pose des questions et qui veut suivre une carrière un peu similaire à la tienne ou en investment banking en général? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Bah, je pense qu'il faut vraiment provoquer sa chance. Il faut beaucoup bosser, ça c'est certain, beaucoup bosser tout seul. Voilà, et rien lâcher, essayer de se faire son réseau petit à petit, parler à plein de personnes, essayer de comprendre, ok, telle banque recrute dans tel domaine, tel métier a l'air assez intéressant et a l'air de se développer en ce moment. Moi, par rapport à mes skills, je peux intéresser tel type de banque, tel type de culture sur tel type de job. Et donc vraiment essayer de se poser plein de questions, d'être extrêmement curieux, parce que voilà, il y a encore une fois, hein, la plupart de l'apprentissage va se faire en autodidacte. Donc tu vois, quand tu fais ton premier stage en banque, au début, les gens ont à peu près tous le même niveau. Alors, il y en a qui sont un peu meilleurs parce qu'ils ont peut-être des meilleurs cours à Dauphine, à l'EDEC en finance, mais globalement, tu vois, ils ont fait 10% du chemin, là où ceux qui ont des moins bons cours, moi c'était le cas, j'avais pas eu trop de cours de finance, t'es à 1%, mais tout va jouer sur la fin du stage. Est-ce que si pendant ton Ouais. stage, tous les jours, tu as été curieux, tu t'es posé plein de questions, tu as vu plein de business et tout ça, bah, tu auras progressé beaucoup plus que le gars qui était pas curieux. Donc finalement, voilà, faut bien comprendre que les études, il n'y a pas grand-chose dedans, à part une ligne sur un CV, et que vraiment tout se fait en autodidacte, par de la curiosité. Il faut bien comprendre que le premier stage, c'est le plus dur à avoir, mais une fois qu'on a une expérience pro, moi, comme je disais, quand je recrutais chez Goldman Sachs, dès qu'il y avait une expérience pro, bah, je m'attends à ce que les gens sur le CV mettent work experience avant education, et j'allais regarder en fait la work experience en premier, et j'allais juger là-dessus. Je regardais même Oui. pas l'école que le gars avait fait, souvent, pour savoir si je voyais la personne en entretien. Et il faut bien comprendre que les mentalités entre les banques américaines et les banques françaises sont très différentes. Et je vous renvoie au début de la vidéo pour ceux qui ont, voilà, sur ce que j'ai expliqué là-dessus. Fort de tout ça, avec de la curiosité et de la motivation, je pense qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Eh bien, écoute, merci beaucoup, que ce soit pour Je t'en prie. tes expériences, ton retour d'expérience et pour le podcast. Je pense qu'on on va laisser tout le monde ici. Ok, ok, bah top.